ça te va? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, merci de votre présence tout d'abord. On nous a informé qu'il y avait de très nombreux embouteillages, ce qui peut conditionner peut-être le volume de la présence. Toutefois, pour ceux qui sont ici, je me dois de leur expliquer certaines choses en préalable. En général, dans l'exercice de l'interview, l'intervieweur et l'interviewé, les deux acteurs, il y a une convention tacite dans la profession, se vouvoient. Or, justement, il se trouve que je ne pratique pas cet exercice ni par profession, mais que je le fais par passion. Et je le fais par mission au regard du Conseil économique, social et environnemental de Puteaux. Je suis donc libre par rapport à cette convention. De plus, au quotidien, Malek Chebel et moi-même, nous nous tutoyons, nous partageons une amitié. J'ai donc proposé à Malek Chebel ce qu'il a accepté, dans un souci d'apporter à notre rencontre et sincérité et vérité. Je lui ai proposé de nous tutoyer et il l'a accepté. Je me devais cette courtoisie à votre égard, cet élan de franchise. Nous allons maintenant, si vous le permettez, entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui n'étaient pas là à la précédente réunion, précédente conférence, le chapeau de cette conférence, c'est « Une vie, une œuvre ». Une vie, tout d'abord, que nous allons aborder maintenant tout de suite avec Malek Chebel, sachant que Madame le maire nous a déjà défriché un peu le terrain, nous a apporté quelques explications. Nous allons maintenant les creuser et nous allons les approfondir. Alors tout d'abord, la vie, si j'obéis à la logique que je viens de vous énoncer. La vie, c'est, tout d'abord, c'est l'enfance. Je n'ai rien inventé là. Malek Chebel, comme l'a répété Joël, est né en 1953 en Algérie, à Skikda. Autrefois, on disait Philippeville, n'est-ce pas? Et c'est un enfant qui a connu l'abandon, le pensionnat, la violence. À ce sujet, je vous invite, mes chers amis ici présents, à lire le magnifique livre que Madame Boissard a écrit, qu'elle a consacré à Malek, Malek, une histoire vraie. Saluons d'ailleurs au passage la présence de Madame Brossard, qui est là. Pour revenir à toi, Malek, on peut dire que cela a commencé mal, très mal. Un père mort quand tu étais très très jeune, une mise au pensionnat à 5 ans, avec de surcroît la double peine que l'on te confie un jeune frère, très jeune frère aussi, dont tu auras la responsabilité. C'est une véritable chape sur les épaules fragiles d'un très jeune enfant. Comment as-tu vécu cela? C'est une question. Je t'interroge, voilà. Comment as-tu vécu cela? Je pensais que tu posais une question pour poursuivre. Non. Bon, écoutez, je suis très heureux d'être ici, évidemment. C'est précieux de pouvoir, si vous voulez, offrir au public de sa ville et des alentours, évidemment, quelques brèves ou quelques brins de vie, quelques pages de ma vie, ce qui est d'ailleurs un scoop en soi, parce que c'est pratiquement, j'ai jamais parlé de ça, et c'est la première fois que je le fais. Je remercie Madame Joëlle Sekaldirino. Je remercie Richard Koubi qui a accepté qui m'a demandé et qui a accepté d'organiser cette conférence. Je vous remercie toutes et tous. Je remercie Madame Boissard qui a fait le déplacement spécialement pour cette soirée. Je sais qu'elle ne sort pas beaucoup dans les soirées en ville et qu'elle a accepté de remettre un peu sa règle à l'établi. Et donc, je suis très heureux que vous soyez tous ici, aussi nombreux. Comment ai-je fait, c'est ça la question? Comment as-tu perçu toute cette période? Bien sûr, Ah oui. avec de la douleur. Oui. Je veux l'entendre avec tes mots. Oui, mais la perception, si vous voulez, on a un mot en psychanalyse qui dit hyperlaboration qu'on utilise. C'est-à-dire quand vous rêvez, puisque Joël a parlé des rêves, vous rêvez la nuit et le matin, vous avez un récit du rêve de la nuit. Un récit que vous croyez être le rêve lui-même. En fait, vous l'avez perlaboré.
si vous voulez, entre-temps, vous l'avez recomposé, reconfiguré suffisamment pour qu'il soit d'abord logique et cohérent, et pour qu'il vous donne satisfaction ou qu'il vous pose une question, etc. Donc vous avez perlaboré un élément que vous avez vécu dans le rêve, de manière inconsciente. Eh bien, c'est à peu près la même chose que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. Finalement, je n'en ai vu en termes et en matière de douleur et de traumatisme et de trauma, comme on le dit, que nettement plus tard, évidemment, que c'est beaucoup plus tard, par le conscient, que j'ai vu que je traversais des périodes très troubles, très difficiles. Et donc, et c'est là que j'ai découvert en réalité que j'étais un fiefé optimiste, un sacré optimiste. C'est-à-dire que d'une certaine manière, même les éléments les plus destructeurs, les plus me construisent, enfin, m'aident à trouver un chemin distinct. Et donc, de ce point de vue-là, je dois dire que peut-être je n'ai pas eu l'enfance heureuse qu'ont eu tous les autres camarades de lycée, de collège et de lycée, mais j'ai quand même eu la possibilité de construire quelque chose sur une faille dangereuse, et de ce point de vue-là, j'étais déjà adulte-enfant. J'étais adulte au temps de l'enfance, j'étais déjà adulte, j'avais des fonctionnements et des cohérences d'adulte. Donc, et j'ai dû tout effacer en termes de douleur et de violence pour ne garder que le bon côté. Et je l'ai vu tout au long de ma vie. Tiens, tenez, je vous donne un exemple. Parce que, évidemment, Jeanine Boissard rapporte l'anecdote dans le livre Malek sur ces questions sur les 4 stylos. Là. Les 4 stylos. Les 4 stylos, comme vous savez, là, dans la pochette BIC, là, je sais pas vous vous rappelez, enfin, les plus jeunes ne s'en rappellent plus parce qu'ils n'ont plus besoin de stylos. Maintenant, ils dictent à l'ordinateur. Mais nous, durant notre génération, on avait des stylos dans une pochette, notamment en Algérie, dans les années 50, des stylos, 4 stylos, rouge, noir, vert et bleu, dans une pochette en plastique, transparente, BIC. BIC, je crois que BIC, il a fait sa notoriété, sa célébrité à partir de ces 4 stylos-là. Bien, il s'est trouvé que dans la famille où j'étais, dans une grande famille terrienne, mais riche et possédante, moi je suis parti de la branche un peu désargentée de la famille riche. Il faut comprendre la mécanique. Et comme mon grand-père était polygame, donc j'étais un peu le quart, j'étais un peu la cerise sur le gâteau. J'étais pas tout à fait le gâteau, j'étais la cerise sur le gâteau. Il y a quelqu'un de gentil qui m'a dit que c'est la partie la plus intéressante du gâteau. Donc, en étant la cerise du gâteau. Alors, dans cette situation-là, je me suis retrouvé dans les années 58, par là, 59, à demander en début d'année à mon grand-père, parce que c'était le grand-père, le patriarche, qui faisait les courses en termes de fourniture scolaire pour toute la Smala, parce que c'est vraiment, au sens propre du terme, les pieds noirs qui sont ici savent de quoi on parle. La Smala, c'est la grande famille élargie, avec un nombre incalculable d'enfants et de cousins et de cousines, croisés, tout ça croisé. Chacun faisait sa petite liste en début d'année pour les fournitures scolaires. Et le soir venu, on était tous excités, enfin on avait quoi, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et chacun recevait son petit lot de ce qu'il avait demandé le matin. Et moi qui n'avais demandé que... Moi j'avais demandé les 4 stylos BIC justement, j'étais fasciné par ces stylos-là. Et donc, je les vois, ils étaient dans le tas, dans les fournitures qu'on allait distribuer d'une minute à l'autre. Et donc, j'allais en hériter directement. Manque de peau, là-dessus, l'enfant gâté de mon grand-père, de ce moment-là, qui avait mon âge, il était plus jeune un peu que moi, il était l'enfant gâté du patriarche. Il a dit « je les veux ». Ça faisait, si vous voulez, c'était la règle. Un enfant gâté, le dernier, qui plus est, c'était la lignée directe. Il voulait quelque chose. Attendez, moi, je ne pesais pas lourd. Donc, mon grand-père n'a pas moufté, il lui a donné les stylos. Du coup, je n'ai rien eu. Peut-être là, juste un point de... Sans doute là est née ma vocation d'écrivain. Parce que l'absence de stylo m'a obligé à réfléchir au stylo. Et à se dire la fonction du stylo, la dimension du stylo, la capacité qu'a le stylo, qu'est-ce qui fait le stylo, pourquoi le stylo est si important dans l'imaginaire des enfants et tout ça. Et donc, ce stylo perdu que je n'ai pas eu m'a entraîné sur donc, cette piste-là de savoir d'aller à la quête du stylo.
Voilà. Déjà, mon père était mort à ce moment-là. Et donc, peut-être c'est même le substitut de mon père est devenu le stylo. D'une certaine manière, je me recomposais une famille à travers le stylo perdu. Et ma quête a démarré là. Et très vite, je me suis intéressé à l'univers du stylo, l'univers au fond de l'écriture, pour élargir un peu, mais sans que je le sache avec ces mots-là à ce moment-là. Et par la suite, des années après, j'ai fait mes études et tout ça, je suis venu en France, je suis reparti, j'étais un peu l'enfant prodigue de la famille, etc. Et un jour, on vient de me dire que le garçon en question, qui m'avait privé de mes stylos, avait des problèmes dans sa société nationale, la Sonatrach, qui est une société de pétrole. Parce qu'en plus, il était syndiqué. Donc, syndiqué, c'est encore valable. Sauf qu'en tant que syndicaliste, il avait demandé pour obtenir une formation, la formation continue dans les sociétés, dans les entreprises. Sauf que là, parce qu'il était syndiqué, il avait un blocage au niveau de la direction de Sonatrach. Et du coup, le directeur de Sonatrach était avec moi au lycée. On vient me voir, on me dit, voilà, c'est mon oncle, ou demi-oncle, ou quart d'oncle, je ne sais pas exactement quelle est la formule qu'il faut utiliser. Il a des problèmes parce que tel monsieur lui bloque son stage, sa formation permanente, sa formation continue. Et je vais voir le monsieur et je débloque la situation de mon cousin qui m'a pris, enfin, il ne le savait pas, évidemment. Tout ça est dans l'ordre. Et donc, je lui débloque la situation et il poursuit ses études. Et d'une certaine manière, c'était un peu ma dette. C'est que lui, il m'avait pris mon stylo et moi, je lui ai rendu, en quelque sorte, son stage. Et la possibilité qu'il avait à pouvoir, évidemment, poursuivre ses études, poursuivre sa formation au sein de l'entreprise. Évidemment, j'ai pardonné à tous ces gens-là, et mon grand-père, et mon petit cousin, etc., parce que, de toute façon, je n'ai pas oublié, mais j'ai pardonné. Mais en réalité, à leurs yeux, je n'avais pas à leur pardonner parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais d'une certaine manière, si en cela, je vous dis, je suis un optimiste convaincu, c'est que malgré ça, je trouve qu'ils m'ont rendu service. Oui, il faut positiver. Quelque part, ils m'ont rendu service, si vous voulez, en me privant de mes 4 stylos. Après, quand je vois les stylos Bic dans une vitrine, j'ai un sourire qui me dit merci mon Dieu, parce que la vie m'a, en quelque sorte, m'a beaucoup aimé, la vie. Et je l'aime beaucoup d'une certaine manière, parce que malgré toutes les carences et toutes les souffrances que j'ai vécues, j'ai toujours trouvé du bonheur à les vivre, enfin, du bonheur après coup, à avoir vécu ça. Donc on peut dire que ces 4 stylos, ils ont écrit le destin de ta vie. Ben on peut repérer, pour une fois, c'est historique dans l'histoire de la littérature mondiale, le jour même, je peux remonter le fil et trouver le jour même où je suis devenu écrivain. Donc c'est quand même intéressant de savoir où ça commence, la source. Mais là, c'est pas seulement là, c'est le lieu et le moment où je nais à l'écriture. On est passé tout à l'heure sur ton enfance, on est revenu maintenant sur ton enfance, mais moi, il m'a été donné de rencontrer un des plus grands pédopsychiatres que tu connais, qui s'appelle Marcel Ruffo. Oui. Et Marcel Ruffo m'a dit un jour, alors que j'avais la direction d'une des plus grosses associations de défense de l'enfance maltraitée, par souci éthique professionnelle, je ne la citerai pas, mais au terme d'une réunion, il m'a dit, je commençais, il m'a dit, écoutez, cher ami, je vois que vous êtes un peu perturbé, il faut que je vous apprenne une chose. On ne guérit jamais des blessures de l'enfance. On ne guérit jamais des blessures de l'enfance. J'ai mis ça dans ma tête, j'ai donné un tour de clé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de donner un autre tour de clé quand j'ai lu le livre de Jeannine Boissard et faire le rapprochement avec toi. Oui. Il y a 2 catégories d'individus face à une jeunesse, à une prime enfance extrêmement douloureuse comme celle-là. Il y a la première catégorie d'individus, c'est ceux qui se laissent enfermer, envahir, qui abandonnent, qui sombrent dans le malheur et dans l'impossibilité. Et il y a la deuxième catégorie qui, de ce malheur, de cette douleur, de cette blessure, en font un levier, une arme. C'est en fait ce qui s'est passé pour toi. Et tu as puisé, toi, cette force, ce levier, tu l'as puisé, d'après ce que j'ai compris, dans les études.
Au-delà des études, c'est dans les ressources de chacun de nous. Parce que Boris Cyrulnik, pour renvoyer sur Marcel Ruffaut, Boris Cyrulnik me dit que je suis un résilient parfait. Ouais. Et moi, par la psychanalyse, je dis il y a au moins le mot parfait dans résilient, vous voyez. Donc c'est toujours comment trouver du bonheur, si vous voulez, dans des situations hostiles, perdues d'avance. Ouais. À mon avis, à mon sens, mais peut-être je m'avance un peu, c'est que nous sommes tous équipés pour nous sortir des pires difficultés. Tous nous sommes équipés de ça. Je crois que, génétiquement parlant, en tant qu'être humain, mais c'est peut-être la lecture du contexte et du moment et de la méthode qu'il faut mettre en œuvre qui est différente. Et la manière, peut-être par le caractère, par le tempérament, par les aides, et évidemment, toutes les personnes que Joël a citées, soit mes professeurs, mes premiers professeurs, notamment de français et de sport et de dessin, par mes rencontres, par les collègues que j'ai rencontrés à la faculté, par les gens que j'ai rencontrés au niveau des associations, etc. Ce sont des éléments factuels, si vous voulez, qui mettent en valeur un élément de votre personnalité ou de votre tempérament et qui vous donnent des assises. Au fond, on a autant de pères qu'on veut et autant de mères qu'on veut, d'une certaine manière, pour peu qu'on ait la possibilité de les voir et de les distinguer. Mais moi, je me suis laissé dire que tu avais fait une carrière universitaire très, très brillante. Ta modestie du talent souffrir. J'ai appris que tu étais un chapelet de 16, de notes 16. Et alors, quand on dit des notes brillantes à 16, les gens sont surpris. Les gens sont surpris parce que 16, pour être brillant, il faut avoir 18, 19, 20. Et toi, c'était 16. Mais il faut que tu expliques pourquoi le 16, c'est brillant en Algérie. À l'époque, l'Algérie était, si vous voulez, assujettie au système soviétique. Il n'y avait que des enseignants soviétiques qui, dans le domaine des lettres, pas dans le domaine des sciences exactes. Dans le domaine des sciences exactes, on peut obtenir 19 ou 20. Mais dans le domaine des lettres, ils ont estimé, le système de notation soviétique à l'époque, c'était 3, 6, 9, 12, 14, 12, 16. Il y avait un saut, mais 16, c'était la meilleure note. On ne pouvait pas aller au-delà, dans le domaine des lettres et de la philosophie. Et donc, c'est vrai que mes camarades m'ont souvent aidé et laissé faire pour avoir des 16, mais j'en avais beaucoup, d'ailleurs tant et si bien qu'on m'a appelé le chapelet des 16. Le chapelet des 16. Le chapelet, c'est comme si j'avais... Donc, mais ça, c'est des petites... comment dire, c'est un peu comme une expédition dans une grotte inconnue ou un peu gravir le Mont Blanc. Ce sont des satisfactions ponctuelles. En réalité, je n'éprouvais aucune difficulté. Moi, le terrain des jeux, l'école était un terrain de jeu. De toute façon, je n'en avais pas d'autre. Hein. C'est l'école, le collège, le lycée, la faculté, y compris la faculté, c'était mon terrain de jeu. Et d'ailleurs, très rapidement, je me suis intéressé aux livres et je suis devenu un amoureux des livres. Et le livre a pris le relais et globalement, par exemple, quand je suis venu en France, là où on me trouvait le plus souvent, c'était à la Bibliothèque nationale. J'étais un rat de bibliothèque, vraiment. C'est-à-dire que je venais le matin, il faisait à peine... à l'ouverture, j'étais là, et quand je sortais, il faisait nuit. Hein. C'était la nuit quasiment. Là, Richelieu, Bibliothèque Richelieu, avant qu'elle soit transplantée là, vers le site François Mitterrand. Donc j'adorais ce monde quand même assez fantastique, où il y avait des réponses à tout, même il y avait des réponses à des questions que tu ne te poses même pas. Donc c'était magnifique. Voilà, tu as donné l'explication sur le chapelet des 16, et tu as développé, c'est parfait. On va passer maintenant, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Joël, à nos racines communes. Et puis je crois qu'elles ne sont pas communes à toi, à moi, à Joël. Il y a pas mal de personnes ici qui les partagent, oui. Ces racines aussi. Je voudrais qu'on parle justement des racines de l'Algérie. Cette terre chaude, cette mer au bleu indomptable, ces cieux qui ont connu des grands tourments, tu vois ce dont je veux parler, mais aussi de grandes et belles noces. Quelle empreinte tous ces éléments naturels, ou tous ces éléments événementiels, tous ces événements, pardon, ont-ils laissé sur ta vie? Ah oui, l'Algérie, c'est un pays complexe. J'ai écrit un livre sur l'Algérie, Dictionnaire amoureux de l'Algérie, 600-700 pages.
j'étais parti pour faire 1200 pages. Mais l'éditeur m'a dit, il y a une convention, on ne dépasse jamais 700 pages. Donc, ou alors on fait le livre en 2 tomes. Et donc, et comme le temps pressait, il fallait que donc boucler 600 pages, c'était à peine suffisant pour raconter un début d'Algérie. Mais il faut savoir que c'est tout bête, mais en comptant bien, il y a 7 Algéries pour les Algériens d'origine, les gens d'origine algérienne ici. 7 Algéries, peut-être ils n'y ont pas pensé. Il y a l'Algérie, évidemment, antique, l'Algérie berbère, sans doute les premiers habitants de l'Algérie sont les berbères, comme tout le nord de l'Afrique. Ensuite, il y a l'Algérie romaine, l'Algérie phénicienne, l'Algérie, à l'époque, l'Algérie musulmane, donc, c'est-à-dire ottomane, l'Algérie française, l'Algérie algérienne, ça fait au moins 7 Algéries, peut-être j'en oublie une. Mais globalement, quand vous traversez ce pays, vous êtes à la surface, mais vous ne savez pas que vous avez 7 étages en dessous. Vous êtes au 7e étage, au fond, parce que vous êtes à la surface. Mais vous creusez un tout petit peu, vous allez surtout du côté où je suis né, dans l'Est algérien, c'est la ville, si vous voulez, on a une sorte d'Algérie romaine pratiquement intacte, mais en sous-sol, sous les terres. Vous allez à Annaba, vous grattez, vous êtes sur les pas de Saint-Augustin. Mais vraiment, vous sentez la présence de Saint-Augustin. Là où il a prêché, là où il est né, là où il a fait les 400 coups avant qu'il se convertisse au christianisme. Sa mère Monique, pratiquement, vous sentez que là, vous voyez une femme, une berbère du coin, vous dites, c'est peut-être la mère de Saint-Augustin, tiens. Elle a tout à fait l'allure de la mère de Monique, etc. Vous allez à Cherchel, vous allez vous trouver dans une citadelle au bord de l'eau, comme toutes les citadelles au bord de la mer. Donc les Phéniciens sont passés aussi par là. Et on dit, enfin, dans Homère, semble-t-il, même Hercule se serait arrêté là. Hercule, personnage mythique, évidemment. On va tout de suite relativiser. Mais littérairement parlant, l'Algérie a été une escale magnifique de toutes les générations, de toutes les races, de tous les peuples. Il n'y a pas un peuple qui soit passé par là, même Tocqueville, Alexis Tocqueville, qui revenait d'Amérique, qui va en Algérie, et il dit, j'approche Béjaïa, quelle beauté cette ville, elle me rappelle l'Amérique, dans ses lettres sur l'Algérie. Karl Marx, que tout le monde connaît ici comme étant le théoricien du marxisme, l'inventeur du marxisme, il y a séjourné à Alger. Il a séjourné à Alger parce que le climat d'Alger de l'époque était très favorable aux asthmatiques, aux gens qui avaient des problèmes de peau, Et les Anglais, les Français y ont installé pratiquement leur lieu de villégiature. L'hôtel Saint-Georges d'aujourd'hui, à Alger, c'est une construction, si vous voulez, anglaise. Et c'est donc dédié à Saint-Georges. Et donc nous avons face à nous, si vous voulez, une richesse incroyable d'un pays qui n'a pas encore dit pratiquement son dernier mot, à supposer même qu'il ait dit son premier mot. On a parlé de la terre, on a parlé du ciel, on a parlé des éléments naturels de l'Algérie et de l'influence qu'il pouvait avoir sur toi. Là, je m'adresse à l'anthropologue que tu es, je m'adresse au psychanalyste que tu es. La langue, je vais te citer une anecdote. Il y a quelques années, au cours d'une discussion avec Jean Daniel, le patron du Nouvel Observateur, il me dit « Lorsqu'à Paris, je prends un taxi et que je crois deviner que le chauffeur de taxi est algérien ou marocain ou tunisien, un maghrébin, il me dit « Je me plais à échanger quelques mots en arabe avec lui. » Il me dit « C'est comme un bain de jouvence, c'est comme un plongeon dans ma jeunesse. » Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le rapport qu'il y a entre le verbe, cette divine magie entre le verbe, et ce que cela génère? Oui, si vous voulez, le problème de la langue, c'est un univers vivant, organique. C'est pas quelque chose d'abstrait ou quelque chose de neutre ou quelque chose de figé. La langue, les mots, la phrase, le livre, ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants. C'est qu'on rentre dans un univers qui est vivant, organique et vivant. Donc les mots ne sont jamais anodins. Quand vous parlez, quand vous écrivez, quand vous êtes dans un univers linguistique, vous baignez dans des senteurs, dans des émotions, dans des sentiments, dans de la projection,
dans de la psychologie, dans du relationnel, dans de l'imaginaire, dans de la création, de la fiction, dans du rêve, dans tout ce que vous pouvez imaginer. De toute façon, étant donné que nous sommes des animaux parlants, nous sommes obligés de passer par ce média-là, de la parole, de la mise en forme par les mots et par la langue, pour l'écrit, et bientôt sans doute par l'image, pour pouvoir exprimer nos émotions. Donc nous avons affaire à quelque chose d'une immensité inouïe qui s'appelle la langue et l'écriture. La langue, il y a la langue maternelle, il y a la langue acquise, il y a la langue à acquérir qu'on n'a jamais pu peut-être ouvrir. Et donc, à partir de là, vous êtes, vous êtes rappelé à vous-même en permanence, il y a une exigence de soi. Et la langue nous implique et nous demande, exige de nous une constance et un sérieux et une hauteur de vue qui soit digne d'elle. La langue demande à être respectée en tant qu'elle est la langue. Et donc, je ne veux pas aller bifurquer sur la psychanalyse pour parler de la langue, de la métalangue, de la langue attachée, L-A, langue attachée dans un seul mot, la langue, pour les lacaniens, etc. Donc, la langue, c'est notre flambeau primordial. C'est pas toi que j'apprendrai, et je voudrais que tu nous en cites quelques-uns, que la langue française comporte tout de même quelques mots empruntés du vocabulaire arabe. Oui, mais ça, ce sont les échanges naturels entre le français qui est une langue vivante et toutes les autres langues vivantes. Il emprunte à l'arabe, beaucoup à travers, par le truchement d'ailleurs de l'espagnol et de l'italien, mais il emprunte aussi à l'anglais. Non. Et l'arabe aussi, inversement, emprunte beaucoup aux langues extérieures. Non. Je pense qu'il y a une harmonie entre les langues qu'on n'a pas forcément entre les êtres humains. Bien sûr, mais tu peux nous citer quelques mots, assassin par exemple. Oh là là, il y a tout un moment, je me suis créé toute une phrase, tout un paragraphe en arabe français, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous savez que quand vous levez le matin, vous avez ou le thé ou le café, café, mais ça vous donne mal au ventre, vous êtes obligé d'aller voir le toubib. Et après le toubib, il vous prescrit une absinthe, etc., toute la journée. Mais madame, asseyez-vous sur ce sofa en attendant. Vous avez le sofa, etc., Donc vous pouvez raconter toute votre journée en parlant arabe par des mots français. C'est de l'arabe puisé dans le dictionnaire de la langue française. Voilà, on ne peut pas terminer parler de l'Algérie sans évoquer Albert Camus. Joël l'a fait tout à l'heure. Toi qui tu peux pas oublier. Albert Camus, c'est peut-être l'écrivain qui a fait connaître, à mon avis, au monde tout entier l'Algérie. Je crois qu'il y a avant Albert Camus, après Albert Camus. Il y a l'Algérie d'avant, il y a l'Algérie d'après. Il y a l'Algérie d'ailleurs que Albert Camus a connue, qu'Albert Camus a vécue. Il y a l'Algérie d'Albert Camus qu'Albert Camus a rêvé, qui ne s'est pas produite. Et il est mort trop tôt, si je puis dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pensé Albert Camus de l'Algérie actuelle, notamment. Mais en tout cas, il a signé dans ce pays, il a posé son paraphe, un peu à la manière d'Augustin, de Tertullien, de pas mal d'ailleurs de membres du clergé chrétien qui ont beaucoup œuvré et vécu en Algérie. Albert Camus fait partie de la longue lignée des monstres sacrés de ces Algériens qui ont réussi à sortir ce pays de l'oubli pratiquement. Et donc, mais on lui a rendu hommage là récemment, d'ailleurs d'une très drôle, d'une manière d'ailleurs contradictoire qui montre que l'Algérie complexe se traduit également dans les hommages qu'on rend à ses enfants et ses enfants à l'étranger. Le problème étant, il y avait un problème dans les choix éditoriaux qui ont fait que Albert Camus pose encore, si vous voulez, des questions après sa mort, pratiquement un demi-siècle après sa mort, et on en est encore là. Écoute, ça nous donne un prolongement tout naturel de parler d'un écrivain vers un autre écrivain, donc de son œuvre à ton œuvre. Et je vais parler de toi maintenant.
Tu es recherché, réclamé dans le monde entier, tu professes dans les conférences les plus prestigieuses et les universités les plus prestigieuses en Europe, dans les pays arabes, dans les Amériques et au-delà. Tu es anthropologue, historien, philosophe. Je voudrais qu'un instant s'arrête sur le mot anthropologue, si tu permets. Je voudrais que tu nous en donnes, dans un langage pas trop ésotérique, la définition. Moi, dans mon cas de figure, je ne suis jamais ésotérique. Et Dominique Mataillé, même Jeannie Boissard et tous ceux, Ronald Lafitte, Christian Lombard, tous ceux que je connais ici et ceux que je ne connais pas mais que je vais connaître incessamment sous peu après la conférence, savent que je ne suis pas du tout obscur et par définition, je suis porté par un souci, c'est de pouvoir transmettre et communiquer. Si vous voulez transmettre et communiquer, la première des choses est d'avoir un vocabulaire clair et simple, accessible à tous. Et d'ailleurs, c'est la plus grande difficulté. Ne croyez pas, c'est facile. C'est plus facile pour moi de jargonner, si vous voulez, avec mes collègues, ou à un moment donné, eux-mêmes ne comprennent plus ce qu'ils disent. C'est tellement jargonnant et chacun a son jargon, et il faut encore traduire d'un jargon à l'autre, que de parler, si vous voulez, à tout le monde et de parler clairement. C'est plus difficile de parler clairement, si je puis dire, que de parler un langage spécialisé. Donc anthropologue, anthropos, c'est en grec le mot homme, tout simplement, l'homme avec un grand H, c'est le vivant, et logos, c'est le discours, le langage, la science. Donc anthropologie, c'est la science de l'homme, au sens large du terme, la science de son organisation sociétale, la science de son rapport à la maladie, la science de son rapport aux autres, la science de son rapport à la religion, son rapport à l'espace, la configuration, comment par exemple une société, quelle qu'elle soit, une tribu, une petite tribu, une grande tribu, une société donnée, organise son espace et son lien à l'urbain. Comment on fabrique, par exemple, les bâtiments? Comment on fait une ville? Eh bien ça, évidemment, il y a les architectes et les urbanistes qui sont les mieux placés pour le dire, mais derrière, il y a des mécanismes et des schémas corporels, si je puis dire, ou des schémas d'organisation sociale qui impliquent ou qui imposent ou qui induisent tel type de ville et pas tel autre. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un, par exemple, vient de Chine ou du Japon et qui nous surprend par sa performance dans la maîtrise, notamment de l'organisation de la ville ici en Europe ou dans le monde occidental, on est surpris par sa capacité de s'adapter à un espace qui n'est pas le sien. Et donc tout ça relève si vous voulez, de l'étude anthropologique. Voilà. Merci de ta définition et de ton explication. J'ajouterai dans la présentation de ton œuvre, tu es un expert incontestable et incontesté de l'islam. Tu te produis sur les plateaux de télévision, des studios radio, sans oublier ton rôle de chroniqueur dans les plus grandes revues. Mais tu n'es pas qu'un expert. Tu es aussi et surtout un ardent défenseur d'un islam des Lumières. Cette formule, c'est même toi qui l'as créée. Tu en as fait ton AOC, ton appellation d'origine contrôlée. Pour tous, l'islam des Lumières égale Malek Chebel égale l'islam des Lumières, et vice-versa. C'est ton combat. Cependant, tes adversaires, parce que tu as des adversaires comme tout le monde, tes détracteurs, t'opposent la violence des événements que nous livrent au quotidien tous les médias confondus. Que peux-tu leur répondre? Je leur réponds exactement ce que je prêche par ailleurs aux gens civils et aux gens sincères. Je leur réponds que d'abord, que l'histoire nous apprend que la violence est au sein de l'être humain et que juguler la violence vaut, par sa beauté, le fait de l'exprimer sans précaution. Vous savez que, d'une certaine manière, depuis le début de l'humanité, et là l'anthropologie et l'histoire nous apprend beaucoup de choses, et notamment aussi, et la psychanalyse même par ailleurs, que le souci de pouvoir extérioriser sa violence sans règle est un phénomène humain qui a existé depuis toujours. Et qu'il n'y a pas de surprise à la guerre. Voilà, la violence, notamment la violence religieuse, on la connaît depuis le début de l'humanité. La surprise, c'est quand quelqu'un nous dit la violence religieuse est quelque chose qui a accompagné l'être humain, mais moi j'invente un concept nouveau qui est la non-violence, en particulier dans le domaine religieux, qui est la paix, qui est la tolérance, le respect de l'autre. Je vous donne juste un élément, je ne sais pas si vous y avez pensé, vous avez vu que tous les pays ont des écoles militaires, des écoles où on apprend aux gens à faire la guerre. Il n'y a aucun pays qui a une école de paix. Aucun. Je vous dis, moi, je consacre une partie de mon budget national à créer une école de paix,
ou une école où on enseigne les capacités, les procédures, les techniques pour maintenir la paix entre les hommes. Tout le monde enseigne la guerre, peu de gens enseignent la paix. Eh bien, ça c'est étonnant quand même. Dans un monde où précisément nous sommes tous en quête et à la recherche de cette paix-là. Vous voyez, regardez les nouveaux médias, les nouvelles technologies. Toutes les nouvelles technologies, d'un côté, sont vertueuses si vous voulez, puisqu'ils nous mettent en contact. Ça nous permet d'établir des liens et des contacts riches avec notre prochain. Et en même temps, par d'autres mécanismes, il y a d'autres personnes qui nous enseignent tout simplement, qui nous enseignent un culte de la mort et donc qui nous enseignent la guerre. Moi, je prétends que l'humanité aura réussi un gap anthropologique, là pour le coup, le jour où elle décidera, où elle considérera, ayant pris conscience entre-temps, que enseigner la paix, c'est aussi une obligation de civilité et d'humanité, et pas seulement la guerre. Enseigner la guerre, c'est bien, parce qu'on a vu d'ailleurs les désastres depuis le début de l'humanité, ce que ça donne. Mais enseigner la paix, c'est mieux. Mais même créer des écoles pour ça. Des écoles de paix. Parce que oui, c'est pas spontané apparemment. On voit que la violence est à peu près devenue quasiment spontanée. C'est un peu la règle de tout le monde, et même dans le bas âge. On a tous les problèmes qu'on a avec la violence scolaire au niveau de l'école, notamment aux États-Unis par exemple. Mais la paix, non. Ou alors peut-être, je vais mettre un bémol, ou peut-être elle existe sans que nous ayons les concepts pour l'identifier. Donc voilà, donc peut-être il faut enseigner aussi les méthodologies pour faire valoir la paix et puis l'identifier quand elle existe. Parce que là, je trouve que nous formons par exemple une société de la paix, une société de paix dans cette salle. Est-ce qu'on a un concept pour ça? On n'a pas de concept. Si nous étions par exemple en train de nous chamailler ou de nous bagarrer violemment, on aurait trouvé un concept. Ça sera, je ne sais pas, une rébellion, je ne sais pas quel mot qu'on peut utiliser dans ce cas, ou une grande bagarre, je ne sais pas. Bref, mais là, il n'y a pas de mot. Vous voyez, c'est ça le... Donc, et la religion, tout le combat que je mène pour l'islam des Lumières, c'est précisément pour ça. C'est pour dire que l'islam est compatible avec la paix, l'islam est compatible avec la modernité, l'islam est compatible avec le vivre ensemble, et que le vivre ensemble est aussi précieux pour ceux avec qui on vit, les non-musulmans, mais également aux musulmans. Je dis aux musulmans, ne croyez pas que les gens vont chercher chez vous le côté vertueux si vous ne l'exprimez pas vous-même. Si vous ne dites pas au monde que vous êtes prêts à vous asseoir à la table du monde et à être d'égal à égal, partenaire, non pas de la violence, parce que là c'est ordinaire et c'est banal, tout le monde fait la même chose, mais de la paix. Vous êtes partenaire pour la paix, pour la sauvegarde du genre humain dans son ensemble et pas seulement les croyants musulmans. Donc l'islam, ce que j'avais appelé l'islam des Lumières, c'est devenu une évidence pour moi en 2004, 2003, 2002, 2003, parce que le livre, je l'ai écrit 2003, courant 2003, 2004, et il est paru en 2004, où j'ai vu l'islam était mal compris, était suspecté de tous les maux, et le paradoxe, c'est que même les musulmans eux-mêmes ont commencé à intérioriser l'idée que l'islam était violent. Et qui n'avait rien à faire avec la raison, rien à faire avec, le vivre ensemble, rien à faire avec tout ce qui est civil, tout ce qui est raffiné. Et j'ai dit islam des Lumières, en référence évidemment au siècle des Lumières, mais sans le côté anticlérical évidemment, sans le côté anticlérical. Et au fur et à mesure, évidemment, j'ai commencé à parler de cette question-là. Au départ, évidemment, les gens étaient goguenards, on disait mais islam des Lumières, mais pensez-vous, vous n'y pensez pas en fait, très exactement. Et petit à petit, les journalistes ont repris le flambeau, et je me suis trouvé face à des Claude Imbert, par exemple, qui utilisent l'expression islam des Lumières comme étant une évidence. Comme récemment Elisabeth Badinter dans Le Point, tout récemment Éric Zemmour dans Le Figaro, et puis Michel Onfray. Alors, les gens l'utilisent soit pour m'attaquer, soit pour me soutenir. Mais moi, dans les deux cas, c'est valable. Il n'y a pas de problème. Si vous utilisez l'expression à bon escient, et vous l'utilisez au sens où je l'ai formaté au début, c'est très bien, même pour dire que l'islam des Lumières n'existe pas. Et que c'est pure folie que de penser que moi je fantasme, parce que c'est ce que disait d'ailleurs Éric Zemmour récemment, que Mike Chebel est très, très sympathique, mais l'islam des Lumières auquel il pense n'existe pas. Et tous à peu près, ils ont la même ambivalence. Hein.
Tous ils disent, moi, c'est bien, c'est très gentil de dire l'islam des Lumières, sauf qu'on ne le voit pas dans la réalité. C'est vrai qu'on ne le voit pas. On ne voit que l'inverse, que son antithèse, l'islam obscurantiste, fondamentaliste, etc. Celui des minorités. Et c'est pourquoi mon deuxième concept après l'islam des Lumières, c'est de dire, non pas approcher l'islam d'une manière partielle, c'est que sujet par sujet, le voile, la burqa, les caricatures, et tous les problèmes qu'on a, les minarets, les prières dans les rues, etc. Mais bien au contraire, il faut approcher tout ça dans sa globalité et voir qu'est-ce qui ne marche pas, quel est le chaînon manquant, pourquoi il y a cette rupture de sens. Et donc l'islam des Lumières nous aide beaucoup. Et je dis là pour ceux qui sont peut-être du ministère de l'Intérieur ici, que ça nous ferait gagner beaucoup d'argent au ministère de l'Intérieur français, de pouvoir miser plutôt sur l'islam des Lumières que sur l'islam violent. Parce que déjà, on aura beaucoup moins de policiers, si vous voulez. On fera des économies sur beaucoup de niveaux et on fera avancer la France ensemble. C'est un projet optimiste. L'islam des Lumières est une réalité maintenant, à mon avis, concrète, vivante, en France en particulier, et à telle enseigne qu'on a dû, avec quelques amis, Marie Leroy, Augustin Le Gouvello, qui sont ici quelque part, créer une revue pour un islam des Lumières qui s'appelle Nour. La revue Nour. Là, peut-être J'allais venir. Tu allais venir. Ah ben parfait. Voilà, c'est le moment. On y vient. Voilà. Au mois de mars, tu as lancé avec ton équipe la revue Nour. Cette revue, émanation de ton association APFIL, qui veut dire... C'est une association de préfiguration pour une fondation pour un islam des Lumières. Voilà. Donc, vous savez, pour aller vers la fondation, il faut avoir 2 millions d'euros, je ne sais pas combien, d'ailleurs, je n'ai jamais calculé exactement. Et donc, mais en revanche, on peut faire une association de préfiguration qui nous mène théoriquement, si vous voulez, dans la perspective d'une fondation pour un islam des Lumières. Mais dans le parcours, comme c'est compliqué pour y arriver, on a créé la revue Nour pour pouvoir donner une visibilité à tout ça. Voilà, c'est l'organe de communication, quoi. Non, c'était un numéro 0 qui s'est transformé en un numéro 1 splendide et merveilleux, parce qu'on était un peu surpris, si vous voulez. On partait pour créer quelque chose pour créer quelque chose. Comme vous savez, le numéro 0, c'est toujours un peu... On était sur un banc d'essai. Et puis, le numéro était tellement réussi, et l'écho que nous avons reçu de la presse nationale était tellement flatteur qu'on était... Voilà, on était poussé par la vague, et je crois que le numéro 2 est en perspective, il est dans les fourneaux, et il va paraître bientôt. Donc on est déjà au numéro 2, mais évidemment, c'est une revue assez haut de gamme, je ne sais pas si on en a quelques exemplaires ici, je ne sais pas si Augustin est dans la salle, je sais pas, il est quelque part là. Voilà, donc Augustin peut vous en donner quelques exemplaires là tout à l'heure. Gardez un exemplaire pour M. Koubi, là, pour Mme le maire, pour qu'on ait physiquement la revue. Donc, eh bien, vous verrez à ce moment-là que la revue est une vraie revue professionnelle. Enfin, comme toutes les revues, elle a des hauts et des bas, et il faut un plan financier même drastique et tout ça. Voilà. Mais il y a un numéro 1, il y a un numéro 2, et on est très, très sollicité. Moi, j'ai remarqué en voyant la page de garde, la première page, la une de ta revue, j'ai remarqué que le graphisme dans Nour qui veut dire la lumière, tu l'as rappelé en arabe, il y avait les deux O de N-O-O-R, Nour, les deux N qui s'interpénétraient. Les deux O. O, pardon. Les deux O. Les deux O qui s'interpénétraient. Ah oui, ça c'est... C'est un souci, excuse-moi, c'est un souci d'esthétique graphique ou c'est une symbolique qui est Non, il y a les deux. Le graphiste, enfin le directeur, si vous voulez, visuel de la revue est un inventif, est un créatif. Hein. On lui a donné le nom, il a créé N-O-O-R. On lui a donné le nom, évidemment. Et les deux O, c'était comme les O des Jeux Olympiques, c'est deux cercles comme ça qui se joignent, des anneaux. Et donc, on a vu qu'il y avait Orient et Occident entremêlés. Donc, le symbolisme, c'est ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Je voudrais juste un petit bonus, puisque on a la chance de t'avoir sous la main, que tu es l'expert, je l'ai dit, incontesté de l'islam. Je voudrais que tu nous fasses
petit cours sur eux. Bref, bien sûr, sur les sunnites, les chiites. Ah, la question qui fâche, là. Les sunnites et les chiites, si vous voulez, c'est une subdivision importante de l'islam, puisqu'elle est coextensive à l'islam, c'est-à-dire qu'elle est née avec l'islam. Quelques jours seulement après la mort du prophète, les califes, c'est-à-dire ceux qui vont le remplacer, théoriquement, vont avoir une grosse dispute entre eux pour savoir qui va succéder au prophète. Ce n'est pas évident de succéder à un prophète. Le prophète, il était désigné par le biais de la révélation, il est prophète. Et dans la mesure où c'est lui qui a créé l'islam, donc il est un peu, si vous voulez, il est chez lui, il est incontestable, personne ne peut le contester. Mais après sa mort, se pose le problème, si vous voulez, de l'après-prophète. Et l'après-prophète, c'est-à-dire qu'on était dans une période prophétique, l'après-prophète, ça devient des hommes, tout simplement, tout court. Bien que calife, mais c'est des hommes. Parce que l'islam, si vous voulez, se divise en 3 parties. La période prophétique, de 610 par là, 611, le début de la prédication jusqu'à 632, pendant 22 années, le prophète va prêcher l'islam. Donc c'est la période prophétique, d'ailleurs qui est plus ou moins sacralisée, incontestable, personne n'y touche, ni à la personnalité du prophète, ni au Coran. Enfin bon, tout ça, c'est la période prophétique et on n'a rien à redire au fond. Ensuite commence la période, ce que moi j'appelle la période historique. À la mort du prophète démarre le premier jour l'islam historique, celui que nous connaissons aujourd'hui. Et troisième partie, c'est l'au-delà, c'est l'islam eschatologique, c'est l'islam des fins dernières, c'est l'islam du paradis ou de l'enfer, ça dépend de votre cheminement. Et là, l'islam eschatologique est devenu pour nous visible lorsque, par exemple, les terroristes de Manhattan, de New York, se sont scratchés en espérant aller au paradis en s'habillant d'une drôle de manière, etc. Parce qu'ils espéraient avoir la vie dans l'au-delà, et c'est l'islam eschatologique. Il fait beaucoup fonctionner l'imaginaire des Arabes et des musulmans. Si vous ne comprenez pas que, pour eux, il y a un islam au-delà de la mort, vous ne comprenez pas un certain nombre d'attitudes et de réactions qui nous paraissent tout à fait paradoxales, notamment chez les chiites. Alors, je reviens chez les sunnites. À la mort du prophète, il y avait donc une rivalité entre les 4 califes qui vont succéder, les califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Encore que Abu Bakr, lui, qui est le père de la femme du prophète, est le plus âgé, qui n'a rien demandé à personne, qui ne s'est pas bagarré pour avoir le pouvoir, eh bien, il a été élu pendant 2 ans, il était déjà assez âgé de 632 à 634, et il est mort en 734. Donc démarrent les 3 califes qui vont se crêper un peu le chignon, si vous voulez, si je puis me permettre. Enfin, c'était le chèche plutôt que le chignon. Pour le pouvoir, c'est Omar, Othman et Ali. Or, Ali, qui est le gendre du prophète, qui est cousin du prophète, pensait être légitimement le successeur naturel après la mort du prophète, étant donné qu'il a vécu avec lui, qu'il a épousé sa fille, Ali a épousé la fille du prophète, Fatima, et donc ils sont frères de lait, ils ont grandi ensemble. Donc Ali, pour lui, c'était naturel, c'était lui qui devait succéder au prophète. Sauf que les jeux de la politique, comme vous le savez, sont complexes. Hein, et quelques-uns ici dans cette salle en savent quelque chose. Donc Ali n'a pas été désigné immédiatement calife. Il a été stoppé par Omar et Othman. 2 autres califes qui, par malchance pour Ali, ont gouverné 10 années chacun. Donc, pendant 20 ans, Ali a attendu qu'il devienne calife. Et lorsqu'il est devenu enfin, lorsque son tour est arrivé, parce que c'est les 4 premiers, il était contesté par Muawiyah, un gouverneur d'origine arabe de Damas, de Syrie. Vous connaissez la Syrie. Donc, de là est née cette grande fitna, comme on dit en arabe, cette grande subversion, cette grande rupture entre les partisans de Ali, parce qu'entre-temps, il s'est constitué tout un nombre de partisans, et les partisans des autres califes, soi-disant légitimes, qui sont d'ascendance, qui sont de la famille même du prophète. Alors, et c'est de là, les sunnites, sunna en arabe veut dire la voie tracée par le prophète, c'est ceux qui sont attachés à la personnalité du prophète et aux paroles du prophète, le hadith, et les chiites, le mot shia vient de l'arabe, veut dire le partisan de Ali. Donc les partisans de Ali du 4e calife, qui a eu des problèmes pour arriver à la succession, et les partisans du prophète, qui sont ceux qui considèrent que l'islam est clos
avec le prophète. Et donc on en est là. 13 siècles après, on en est encore là. Le combat des chiites et des sunnites aujourd'hui en Irak, qui fait rage, parce que l'Irak est divisé en deux parties, les chiites et les sunnites, avec les Kurdes, mais les chiites et les sunnites essentiellement, ben, se font la même guerre aujourd'hui, un peu par procuration, depuis que Ali ait été éjecté du pouvoir depuis le temps. Surtout que les fils de Ali, Hassan et Hussein, sont morts plus ou moins violemment, même tout à fait violemment. Et donc ça a créé, si vous voulez, une martyrologie, le fait de se remémorer le côté négatif de cette histoire. Et quand vous voyez par exemple les chiites au moment de la Ashura se flageller le dos, c'est en commémoration de la souffrance de Hassan et un peu aussi de Hussein, parce qu'ils se rappellent la mort violente des fils de Ali qui étaient devenus imams. Parce qu'entre-temps, les chiites se sont constitués une sorte de cathédrale un peu religieuse, parce qu'ils ont un clergé, et donc il leur fallait des imams, le grand imam et les petits imams, et en même temps les imams, le Mahdi, l'imam caché, donc à la fois une martyrologie, du point de vue de la relation au corps très bizarre, où ils saignent, où ils acceptent d'être violentés au nom de la mémoire religieuse, et puis aussi l'architecture politiques qui se sont données, politico-religieuses qui se sont données à travers l'imam Khomeini. C'est-à-dire que nous, on dit dans le sunnisme, c'est le mufti, et dans le sunnisme, c'est l'imam. L'imam, au sens chiite du terme, c'est pratiquement le nom d'une autorité politique et religieuse. C'est dans la caricature chiite. Donc le grand imam, c'est, par exemple, comme l'imam Khomeini, il est atteint de ce qu'on appelle, comment dire, il y a une sorte d'invincibilité chez lui, ou d'insurpassibilité, ma'soum en arabe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se trompe jamais. Voilà. L'infaillibilité. Et donc, vous voyez, la différence entre les deux, c'est le même islam, ils vont à la Mecque pareil, ils font les mêmes tours autour de la Kaaba, ils font les 5 prières, et tout ça, mais parfois dans les prêches, on a l'impression que les chiites vénèrent plus Ali, 4e calife, que Mohammed qui est le prophète. Donc il y a des extensions, des bizarreries comme ça, et des lectures différentes. Comme quoi la lecture, on revient au début, oui. La lecture, l'écriture, le savoir, la plume, etc., c'est très, très important. Parce qu'au nom de cette lecture divergente, les gens arrivent à se tuer, à se trucider pour le même Dieu en plus. C'est même pas le Dieu Allah, Yahvé, etc., c'est Allah le même, c'est le même Dieu. La même prière, la même mosquée, mais ils se font violence pour avoir le pouvoir suprême. En termes de chiffres, ça représente combien les sunnites? Alors, les chiffres, là encore, un peu contestés, ça, si vous voulez, à la frontière, c'est qu'il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde. C'est un chiffre du Vatican. C'est le Vatican qui est la meilleure, si vous voulez, source d'informations sur l'islam. Parce que nous, pour avoir le chiffre exact, on vérifie ce que dit le Vatican. Tous les ans, d'ailleurs, c'est superbe, c'est bien organisé. Tous les ans, ils donnent le chiffre de l'islam et des chrétiens. Et donc, cette année, c'est 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Sur 1,8 milliard de musulmans, il y a 90% de sunnites et 10% de chiites, à la louche. Mais les chiites vous disent ils sont 12%. C'est important, les 2% là. Oui, en plus ou en moins, c'est important. Sans compter qu'il y a une troisième branche dont on ne parle jamais, c'est les ibadites, hein, qui sont notamment en Algérie, hein, dans le Mzab, c'est les Mozabites. Hein. Ce sont des ibadites, c'est la troisième branche. Sunnites, chiites, ibadites. Donc c'est à peu près 88%, on va dire 88% pour les sunnites, 1% pour les ibadites et 11% pour les chiites. Parfait. Mais alors l'Iran, c'est chiite presque à 100%, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Iran est chiite quasiment à 100%, mais il y a, peut-être pas à 100%, il y a 98%, il y a 2% de sunnites en Iran. Et inversement, l'Irak, au temps de Saddam Hussein, était supposé être sunnite, mais en fait, les chiites sont majoritaires en Irak. Et au Liban, le Hezbollah, enfin... C'est chiite. C'est chiite. J'ai une autre réflexion sur laquelle je voudrais qu'on débatte tous les deux, là. Dans ton livre, le livre que tu m'as offert si gentiment, 100 questions sur l'islam, je l'ai dévoré très rapidement. J'ai lu que l'Indonésie et ses 250 millions d'habitants, premier pays musulman au monde, qui pèse autant que l'ensemble arabo-persan,
le point de bascule entre un islam arabo-centré et un islam asiatique est en train de s'opérer sans bruit. Ça, on n'en parle jamais de ça. Et pourtant, des équilibres. Et pourtant, la physionomie de l'islam est en train de changer très vite, puisque l'islam arabe, si vous voulez, l'islam qui pose problème à l'Occident, et qui se pose des problèmes à lui-même d'ailleurs, sans aller plus loin, et l'islam arabe et persan, cet islam-là, conflictuel, qui est basé sur la rupture, eh bien, il va être, dans peu de temps, complètement absorbé, pas totalement phagocyté, mais absorbé par le nombre de l'islam asiatique, qui est infiniment plus nombreux et infiniment plus pacifique. Et on me dit, est-ce que vous avez un exemple de l'islam des Lumières quelque part? Je dis, de tout l'islam asiatique. C'est-à-dire que 60% des musulmans dans le monde sont partisans de l'islam des Lumières. C'est-à-dire pour moi, l'islam des Lumières, c'est l'islam moderne, l'islam de paix. Sont les musulmans asiatiques qui pratiquent cet islam des Lumières et l'islam de paix. Très bien, ben écoute, nous sommes maintenant arrivés au terme de notre échange. Je t'en remercie. Merci beaucoup. Et nos amis aussi présents, de l'intérêt qu'ils ont manifesté à nous écouter. Tu veux ajouter quelque chose, Malek? Non, pas du tout. J'attends les questions s'il y a quelques voilà. questions. Maintenant, on va procéder aux questions-réponses, si on veut bien nous les donner. Merci. Ouais, il y a eu un petit paquet de questions, donc pour ne pas procéder de façon discriminatoire, on va les prendre dans l'ordre. La première qui émane de Madame Sayag, Marie-Claude, elle est là? Voilà. Monsieur Chebel, détenteur d'une bourse d'études, pourquoi avez-vous choisi de venir en France pour faire ces études? Eh bien, écoutez, par chance, comme j'étais major de la promotion à la sortie de la fac à Constantine, j'avais le choix entre 3 bourses. 3 bourses, je n'en avais pas qu'une seule, j'en avais 3. Mais il fallait choisir une, parce que les 3, j'avais eu une bourse française qui m'a amené à Aix-en-Provence, une bourse algérienne qui m'a amené à Montpellier, et une bourse d'université, parce que mon université est jumelée à Grenoble, l'université de Grenoble, Saint-Martin-d'Air, et moi je voulais venir à Paris. Donc j'avais 3 bourses, mais pratiquement, concrètement, je ne pouvais profiter d'aucune. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à l'ambassade de France à Alger, et je leur ai dit, écoutez, moi je suis allé... C'est avec ça, les bourses, vous les avez à partir du moment où vous avez la licence. Et moi, avant même d'avoir la licence, je suis venu en France par mes propres moyens, et j'ai cherché l'université qui me convenait le mieux. Dans l'espace, je suis allé à Nanterre, je suis allé à Jussieu, je suis allé à Vincennes, à l'époque il y avait Vincennes qui a été déplacé même à Saint-Denis, donc j'ai fait à peu près toutes les universités. Et j'ai pris une option pour Censier, donc Jussieu, duquel dépendait... non, c'est inversement, Censier qui dépend de Jussieu. Administrativement parlant, j'étais inscrit à Jussieu, et les cours même, les séminaires avec Jean Laplanche, mon premier directeur de thèse, se faisaient à Censier, le site actuel de Censier. Et en même temps, j'ai cherché la résidence universitaire, c'était la résidence des Citeaux, 4 rue de Citeaux. C'est là où j'ai passé mes 4 premières années en France. Eh bien, que nenni, tout ça, ça ne marchait pas, parce que la bourse était pour Aix, la bourse française, la bourse algérienne, c'était pour Montpellier, et la bourse d'université, c'était pour Grenoble. Et je vais donc voir l'ambassade de France à Alger, je leur dis, voilà, moi j'ai envie d'aller voir, je suis venu ici 6 mois avant, je me suis inscrit à tout ça, au séminaire de la Planche, et j'ai pris option sur la cité universitaire pour une chambre, etc. C'était très dur à l'époque. Que je voulais aller à Paris. Elle me dit, oh là là, il y a beaucoup trop d'étudiants qui veulent aller à Paris, c'est pas possible, d'autant plus que l'ordinateur vous a envoyé à Aix-en-Provence. Et je me rappelle la phrase comme aujourd'hui. Vous savez, vous imaginez, je viens tout fraîchement licencié en psychologie clinique. Je dis, mais madame, c'est pas quand même... Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, l'ordinateur avait un poids immense. Quand l'ordinateur a parlé, il a parlé. C'est presque la voix du ciel. Je dis, mais c'est pas un computer quand même. C'est pas une machine qui va décider de ma vie. Déjà, je suis licencié. Donc et donc, elle m'a dit, ah, alors dans ce cas, je vais vous donner un billet d'avion. Parce qu'il y avait un billet d'avion aller-retour compris. C'était un peu les vaches grasses de l'époque, les 30 glorieuses, à la fin des 30 glorieuses dont on bénéficiait à petite échelle. Et donc, elle me donne un billet d'avion, donc Constantine-Marseille, et elle me dit, à vous de vous débrouiller pour changer votre affectation d'Aix pour Paris.
Et donc, je viens donc, moi directement à Paris, et je rencontre Jean Laplanche, et donc je suis le séminaire de Jean Laplanche jusqu'à Noël, jusqu'en décembre, à peu près à la même période, et je pars en stop pour pouvoir, jusqu'à maintenant, je n'avais pas de bourse, parce que je n'étais pas encore tout à fait identifié. Et donc, je fais du stop. À l'époque, vous vous rappelez, les routiers sont sympas et tout ça, c'était la période où on pouvait faire du stop, tranquillement, sans danger. Et je vais à Aix-en-Provence et je leur demande s'ils pouvaient m'affecter, enfin me réorienter vers Paris. Et pour ça, il fallait que j'obtienne de René Caillès, professeur, qui était le directeur du laboratoire de psychologie expérimentale à Aix-en-Provence, là où le laboratoire où j'étais affecté, un document dans lequel il doit me dire, ça c'est la demande du CNUS, Centre national des œuvres universitaires et scolaires, qu'il ne voulait pas de moi. D'habitude, on vous demande un document dans lequel on vous dit « on veut de vous ». On veut que vous soyez... Là ils m'ont demandé d'avoir un document que le laboratoire d'Aix-en-Provence ne veut pas de moi pour pouvoir bénéficier de l'accord du laboratoire parisien. Et donc, j'arrive dans cette université à Aix-en-Provence, c'est entre les deux fêtes. Vous imaginez bien, entre les deux fêtes, tout était fermé. L'université fermée, à clé et tout ça. Il y avait un grillage, une grille en fer forgé. C'est fou, c'est pas de chance, tout est fermé. En plus, je venais en stop et j'ai mis 3 jours pour arriver. Et donc, au bout d'une allée de bâtiment, je vois une lumière dans un petit bureau comme ça. Mais la grille était là, elle était immense, donc j'ai dû sauter par la grille. Vous imaginez, aujourd'hui, si je sautais par la grille aujourd'hui, il y a 30 ans, j'ai pu le faire sans même penser à quoi que ce soit, parce qu'il fallait que j'arrive dans cet endroit-là, je frappe, personne ne répond. Enfin, ils sont au bout du couloir. C'était des biologistes qui faisaient des recherches apparemment très prenantes, parce qu'ils ne m'ont même pas entendu venir. J'ai dû frapper sur l'épaule de l'un des biologistes pour pouvoir lui parler. Il me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui dis « Voilà, je suis à la recherche de René Caillès, qui est le directeur du laboratoire scientifique, de laboratoire de psychologie expérimentale de l'université. » Oh là, eux, ils sont en biologie, René Caillès en psychologie, c'est 2 départements différents, c'est 2 mondes différents. J'allais repartir. Il me dit « Attendez, ma femme connaît la femme de René Caillès. » Comme quoi, les femmes, c'est toujours très important. Hein. C'est toujours très important. Ma femme connaît la femme de René Caillès. Et il appelle sa femme et il lui dit « Voilà, est-ce que vous avez le numéro de téléphone du professeur René Caillès ?» Et donc, Madame Caillès qui me dit « Attendez, ne quittez pas. » Je l'appelle, il y avait un téléphone, je l'appelle. On n'avait pas les portables à l'époque, évidemment. On n'était pas encore la période d'Internet. Pas de portable, pas de mail, pas de fax, rien. Vous imaginez comment on a vécu, on se demande comment on a vécu avant. Et donc le téléphone sonne, il sonne pendant 10 minutes. Personne ne répond. Je me dis, là, la famille KS, ils sont partis aux Antilles, alors là, c'est râpé. Donc, au bout du compte, il y a madame qui vient, madame KS. Elle me dit, une seconde, attendez une seconde, ne quittez pas. Donc, elle va appeler son mari. Et son mari, au bout de 5 minutes, il arrive, il était essoufflé. Il m'a dit, excusez-moi, j'étais en train de bêcher dans mon jardin, c'est un grand professeur, et donc il s'occupait à cultiver son jardin. Bon, il me dit, que puis-je pour vous? Je dis, écoutez, je vous demande quelque chose un peu d'inattendu. Est-ce que vous pouvez me faire un document dans lequel vous me refusez dans votre laboratoire? Il me dit, je ne vous connais pas, comment voulez-vous que je vous refuse? Je ne peux pas vous refuser. Et j'ai eu la présence d'esprit de lui dire que c'est M. Jean Laplanche qui m'a envoyé spécialement pour vous. Ah bon, vous êtes au séminaire de Jean Laplanche? Oh là, ça a tout changé. Jean Laplanche, à l'époque, était le dieu vivant de la psychanalyse. C'est lui qui a écrit le vocabulaire de la psychanalyse, fameux, qui a formé des générations entières de psychanalystes. Et donc, quand j'ai prononcé ce nom, c'était Simbad, c'était les mille et une nuits. Hein. C'était ouvrir la caverne. Sésame ouvre-toi. Bon. Et donc, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vous ferai ça, vous m'excuserez, je vais le faire à la main, mais je vous l'enverrai à votre adresse. Bon, je quitte apaisé Aix-en-Provence, je rentre à Paris au bout de 3 jours, j'arrive le 2 ou le 3 à Paris, et je trouve la lettre de René Caillès qui m'attendait déjà, écrite à la machine avec un tampon de l'université. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est parce que la poste... Bon. Et donc, je vais voir les gens du CNUS, je dis, voilà, René Caillès me refuse dans un laboratoire. Mais en même temps, il y avait aussi, la conjugation était que Laplanche aussi avait intervenu. Donc, il y avait le document plus Laplanche, et ça a fait que, enfin,
j'ai récupéré ma bourse, j'étais donc aussitôt, et comme je n'avais pas encaissé, si vous voulez, la bourse septembre, octobre, novembre, décembre, et j'allais l'encaisser, c'était 5 mois de... La bourse s'est accumulée, je suis devenu riche comme Crésus. Parce qu'au bout de 5 mois, je vous dis, toujours dans tous les accidents de la vie, j'ai toujours trouvé que la vie me repêchait au dernier moment, avant que... Il y a toujours un côté positif, il y a toujours un côté où les choses s'arrangent. Voilà. J'ai une deuxième question pour toi. Monsieur Christian Guillerot, qui est membre du Conseil économique et social et environnemental de Puteaux, et il te demande, Monsieur Chebel, comment avez-vous été accueilli en France? Ah, écoutez, moi... Ah non, mais ça mérite aussi que j'en parle un peu, 2 secondes. J'ai été très, très bien accueilli, évidemment. D'abord, j'arrive, je frappe dans le bureau de Jean Laplanche, parce que le premier Français que je rencontre, c'est Jean Laplanche. Jean Laplanche en personne. Hein. Quand je dis ça, il y a des profs, j'ai vu des camarades de classe qui se pissaient dessus, quasiment quand ils devaient rencontrer Jean Laplanche. C'était fou. Et moi, j'étais spontané, tout ça, j'avais pas beaucoup je ne sentais pas la pression. Je viens voir Laplanche, et la secrétaire me dit, vous avez pris rendez-vous? Je dis non, monsieur Laplanche m'a écrit, parce qu'il m'a écrit avant, il m'a dit, venez avec tous les documents nécessaires, vous êtes le bienvenu dans mon séminaire. Je dis donc, il m'a écrit, bon, j'étais autorisé, si vous voulez, à venir le voir. Et donc, elle me dit, non, prenez rendez-vous, revenez plus tard. Et lui, il a entendu, dans le bureau derrière, à Sancier, avec sa voix, Laplanche, c'est un bourguignon, il est compact. C'est en plus bourguignon qui est viticulteur, qui a un vignoble célèbre. Et donc, lui, la terre, l'ancrage terrien, pour lui, c'est très important. Avec sa voix de stentor, là, sa voix très forte, il lui dit, non, laissez-le entrer, laissez-le entrer. J'arrive devant la planche, évidemment, j'étais rachitique, j'étais déjà pas trop épais, j'avais une petite barbichette comme ça, des cheveux bouclés à l'époque, sûrement pas très bien habillé, je ne me rappelle pas très bien comment j'étais habillé. Bref, dans tous les cas de figure, je ne payais pas de mine. Et il m'a dit, vous voulez travailler sur quoi? Je lui ai dit, déjà d'entrée de jeu, il m'a dit, est-ce que vous avez fait un bon voyage? J'ai dit, excellent, le billet était payé déjà. Le billet était payé, donc j'avais déjà un billet gratuit jusqu'à Marseille. Et donc, excellent et tout. Mais bon, et il m'a dit, vous êtes bienvenu, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, dans tous les cas de figure, il m'a dit, voilà, vous complétez ce dossier-là, vous venez lundi et vous démarrez dans le séminaire Jean Laplanche. Donc, et à l'époque, quand on était boursier du gouvernement français, parce qu'en l'occurrence j'étais boursier du gouvernement français, le système français était excellent parce qu'il y avait en quelque sorte des jumelages, des familles d'accueil. Ils sélectionnaient les étudiants et ils leur présentaient des Français typiques, modèles, je ne sais pas comment on peut dire, mais des Français exemplaires, si vous voulez. Moi, je suis tombé dans une famille pratiquement d'aristocrates, du côté du 7e, au pied de la Tour Eiffel. Je devais dîner avec eux, leur parler de mes hobbies, tout ça. À l'époque, je m'intéressais beaucoup au cinéma, notamment au cinéma américain. Et donc, j'ai trouvé dans cette famille aussi un accueil. C'est-à-dire qu'il fallait... il y avait des métissages, comme ça, organisés, qui permettaient aux gens venus de l'extérieur, aux exogènes, de pouvoir se sentir immédiatement la pulsation des autochtones. Et c'était très bien. J'ai fait 2-3 fois comme ça. Non, j'étais bien reçu. À l'époque, on n'avait pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, quoi. Vous savez qu'on n'était peut-être pas très nombreux, je ne sais pas, mais bref. Mais ceci étant, il ne faut pas oublier que, natif d'Algérie, je suis né dans un département français, il ne faut pas oublier ça. Et j'étais à l'école française jusqu'à 9 ans. Et puis bon, voilà, j'avais déjà un historique plutôt positif avec ce pays. Tu étais bien accueilli. Alors la troisième question, elle va te faire plaisir, parce que c'est mon amie Jocelyne Calaï qui la pose, membre du Lions Club. Elle met, M. Chebel, les femmes. Triple point d'exclamation. Ah, les femmes. Elle voudrait que tu en parles un petit peu. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. D'abord, les femmes, évidemment, je ne vous apprends rien, sont un peu plus de la moitié de l'humanité. Donc ça mérite considération. Si on est juste démocrate, si vous voulez. Ensuite, les femmes, il y a un élément essentiel, c'est que, en tout cas, dans la tradition arabe, dans la tradition orientale, elles sont la mémoire sur laquelle s'inscrit tous les faits et gestes d'une société dans sa complexité.
Et donc, il y a chez elle une dimension qui est de l'ordre de l'emmagasinement, une sorte de bibliothèque vivante qui m'intéresse beaucoup. Et enfin, je dirais dans ma famille immédiate, propre, et aussi la famille que j'ai construite par la suite, que j'ai essayé de construire par la suite et encore maintenant, c'est que j'ai essayé de créer au sein, j'ai essayé, comme ma famille d'avant, ma famille patriarcale un peu, avec mon grand-père latifondiste, etc., mais avec beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de tous les âges, des cousins, tout ça, enfin, on ne sait plus quel est le périmètre de la famille, bref, c'était assez tentaculaire. J'ai essayé de recréer les liens affectifs et vivants et nourriciers, permanents et quotidiens. C'est qu'il y a une dépendance fondamentale entre les éléments de la famille. Et on considère que, si vous voulez, aussi bien le petit que le grand a la même parole, la même voix. Et dans ma famille actuelle, je ne sais pas s'ils peuvent témoigner, ils peuvent le témoigner, parfois il nous arrive de passer au vote pour, par exemple, telle destination. Par exemple, on voyage, on aime beaucoup le voyage. Alors, on a Barcelone ou Prague, par exemple. Alors, qui sont ceux pour Barcelone et ceux pour Prague. Et donc, moi qui suis le père de famille, j'ai la même voix que ma petite fille Médina. C'est la même voix. Si elle décide d'aller à Barcelone, eh bien, si par sa voix, évidemment, elle est majoritaire, eh bien, je suis obligé de... Enfin, autant que faire se peut. Mais comme je tiens un peu aussi les cordons de la bourse, un petit peu, j'essaye de... Par exemple, là, récemment, on a eu un voyage. On devait faire un voyage et on avait le choix, enfin, on a le choix, toute destination en Europe compris. Toute destination comprise, il fallait juste décider du pays. Eh bien, les 2 derniers pays qui sont restés, c'était l'Islande et la Finlande. Eh bien, j'étais battu, parce que personne ne voulait aller en Islande. Et tout le monde voulait aller en Finlande, donc j'étais obligé d'aller en Finlande. Vous aviez parlé des femmes. La dernière question, c'est celle de Jean-Jacques Touboul, ici présent. Et il te dit, Monsieur Chebel, quels sont vos projets ? Ah, bien. En effet, mes projets... D'abord, je suis dans un projet important, qui est la revue Nour, qui est une revue trimestrielle qui est très exigeante, parce que finalement, ça demande beaucoup de travail, qui ne se voit pas. Pour une revue, pour un livre, à la limite, ça se voit. Et vous êtes l'auteur d'un livre. Bon, ça se voit, c'est l'auteur, il est là, il fait des dédicaces, donc congratulations et tout ça. Mais la revue, c'est un travail d'équipe. Et il y a autant, si vous voulez, la coordination de l'équipe que la création elle-même. C'est très important. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur et qui est en cours et qui marche assez bien par la grâce de Dieu. Ensuite, j'ai mes livres. Un livre que je viens de faire apparaître aux éditions de la Boétie, des 100 questions sur l'islam. C'était une réponse à un éditeur qui me les a demandées. J'ai un livre important qui va apparaître aux éditions Robert Laffont au mois de février-mars, qui est une anthologie d'un certain nombre de textes que j'ai déjà écrits et d'autres que j'ai fait traduire autour de l'érotisme arabe, et dont au moins un qui est le Kama Sutra arabe qui est là. Mais j'ai surtout un projet qui me tient encore à cœur, très à cœur, mais qui n'est pas encore formulé et que je formule devant vous. En effet, pas forcément la première fois, mais je vais le formuler le mieux possible aujourd'hui. C'est que dans mes voyages, j'étais au mois d'août à Saint-Denis de la Réunion et les gens m'ont demandé à quand une école de pensée autour de l'islam des Lumières. Parce qu'on a là encore l'islam fondamentaliste, il a ses ténors, il a ses réseaux financiers, il a ses prédicateurs, il a ses universités théologiques fortes, mais aucune université, si vous voulez, de la raison au sein de l'islam, université du progrès, université des Lumières. À quand cette université des Lumières? Une école de pensée, un séminaire, que sais-je, quelque chose qui pourrait donner matière, si vous voulez, à des controverses philosophiques et pour mener le combat le plus loin possible. Et donc je rêve, et puis à Bordeaux on me dit la même chose, à Paris on me dit la même chose, la revue Islam des Lumières est un peu une sorte de si vous voulez, d'effervescence, de catalyseur qui montre qu'il y a un besoin. Parce que quand on l'a sorti, on a été surpris par la richesse de la demande. Et puis les étudiants, beaucoup d'étudiants viennent voir à titre individuel pour la soutenance d'un certain nombre de thèses, qui ne trouvent pas preneur et qui militent pour le progrès au sein de l'islam. Mais c'est capital, ça peut changer une société, ça peut changer une période.
Le jour où l'islam sera, si vous voulez, partisan de la paix et partisan de la concorde entre les hommes, c'est magnifique. On gagnera beaucoup de temps face à ces guerres fratricides, et pas seulement fratricides, parce que encore que les chiites, les sunnites, les irakiens, je ne vais pas leur donner de la leçon. La leçon, ils sont grands, c'est une civilisation millénaire. S'ils se battent, ils doivent avoir des raisons. Mais bon, moi je trouve absurde qu'ils ne se mettent pas autour d'une table pour régler leurs problèmes d'une manière pacifique. C'est ça la politique. La vertu de la politique, c'est de pouvoir anticiper les guerres et annuler les guerres. Parce que sinon, à quoi ça sert de faire la... Et donc, j'aimerais me lancer dans cette folle aventure de pouvoir créer une école de pensée autour des Lumières au sein de l'islam. Une école de pensée autour de l'islam des Lumières. C'est la projection de demain, et la revue joue un rôle déjà de catalyseur et de cristallisation dans les médias. Mais j'ai plein de projets. Mon projet, je suis un taureau pragmatique et qui avance sans se soucier de l'avenir. Parce que j'estime que le jour que nous vivons, chaque fois que nous vivons un jour plein, on dit merci mon Dieu, mais en même temps on se dit, mais je suis encore jeune, c'est magnifique, j'ai encore plein de projets devant moi. Merci Malek. Bravo, merci Malek.